bien, bonjour à tous et bienvenue ce soir dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle de la chaîne de Canal Austral, bien entendu. L'émission où on parle de culture. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est peut-être un petit peu atypique, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur Canal Austral, un peu tabou peut-être pour certaines personnes, mais en tout cas, on va parler de sexologie. Et pour nous en parler, bien entendu, on a le monsieur qui connaît tout ici, qui est un petit peu plus politique, mais bon, là aujourd'hui, c'est mis sur une autre casquette, il s'appelle François Auré, vous le connaissez, comment il est François? Très bien, mais moi, il est venu ce soir surtout pour apprendre. Ah, pour apprendre. Je connais que, bon, moi, j'aime la découverte. Mais tu n'es pas venu tout seul, oui, venu à qui? Moi, il n'est pas venu tout seul, non. Nous, il est venu avec un monde qui va causer à nous sûrement de choses très intéressantes dans le cadre de notre développement. C'est ça, Madeleine? Oui, tout à fait. Alors, c'est Madeleine Beg. Voilà, mais là, ça vous présente sexologue, à vous, ça, oui, voilà, bonsoir, merci d'accueillir moi ici ce soir. Moi, je suis très contente d'être là, ils sont vraiment bons. Hein, donc, sans carré d'abord. Ah, c'est ça, hein, ouais, donc voilà. Et moi, on est venu parler de sexologie. Oui. Plus précisément, en fait, moi, on aurait envie de dire plutôt de construction d'identité sexuelle à La Réunion. De comment une personne que les Réunionnaises, y construit son identité sexuelle aujourd'hui quand, en fonction des interactions qu'elle a dans sa famille, comment la société façonne son identité. Tout comme il existe l'ADN chez l'homme, mais aussi l'identité sexuelle chez la personne. Alors. Chaque personne ne vit pas sa sexualité comme tous les autres. Non, non, la sexualité est au cœur de l'individu. C'est la sexualité démarre depuis le moment où il est conçu et ce jusqu'à la dernière seconde où il vit. C'est une partie intrinsèque de l'être humain. Pourquoi on dit qu'il y a un âge sexuel alors? Ah, ça, c'est les règles, la loi, le système qui fait ça, qui va réglementer qu'à telle période de la vie, un enfant ne peut pas avoir de la sexualité parce qu'il ne s'agit pas de sexualité à ce moment-là, il va s'agir d'abus ou d'actes qui ne sont pas respectueux de son développement psychosexuel. Mais en général, l'enfant, quand il naît, au cours des premières années, il a sa sexualité à lui qui est propre à l'enfant et qui ne présuppose pas qu'il y ait une intervention d'adulte dedans. Voilà, d'accord. La sexualité en France est, on va dire, reconnue à partir de 15 ans aujourd'hui, hein, parce que ça a été ramené de 18 ans à 15 ans. Et la majorité sexuelle est à 15 ans, oui, la majorité sexuelle, il ne faut pas confondre la majorité sexuelle et la majorité nationale, hein, la majorité pour aller voter. Pour aller voter à 18 ans. Hein. Et veut dire qu'à chaque fois qu'une personne, dès qu'il naît, il a sa sexualité en lui? Non, il y a différents stades en fait. Il y a tout ce que les psychologues, les psychiatres ont mis en avant, cette sexualité anale, orale, et puis qui va avec la phase de latence, avec un schéma très psychanalytique où on replace la sexualité dans des stades de développement de l'enfant. Mais voilà, je vois ça. Est-ce que ça est valable partout ou bien elle est valable dans certaines cultures plus que dans d'autres? Parce que si nous fait le parallèle avec d'autres domaines, le domaine à La Réunion et en France, on a quand même des choses différentes, même si ce n'est pas très différent. Ici, nous aimons carré et piment, là-bas... Est-ce que la sexualité est propre à un pays ou à une culture? Certains comportements sexuels, il peut être spécifique à certains pays parce que le groupe social va avoir telle ou telle sexualité en fait. Dans le développement psychosexuel de l'enfant, si on replace un enfant depuis le moment où il est né jusqu'à ce qu'il devienne adulte, il y en a des étapes. Et ces étapes-là, on va dire, c'est le monde occidental qui l'a établi ça. Et que quand un enfant naît, entre telle période et telle période, il va téter, donc il y a une phase orale. Après, entre telle période et telle période, il va y avoir d'autres étapes de développement. Et la découverte du zizi, la masturbation, la phase de latence, etc. Là où nous peut dire que le complexe d'Oedipe, le fameux complexe d'Oedipe dont il parle à nous depuis que nous les machins. Justement, explique-à-nous un petit peu. Explique-nous ça. Parce que nous avons entendu parler, mais nous n'avons jamais compris.
compris. M'a jamais compris aussi. De manière basique, va dire nous comme ça que si c'est une petite fille, ben, elle tombe amoureuse de son papa, hein, et si c'est un petit garçon, il tombe amoureux de sa maman, et que lui construit aller en fonction de cette attirance que les nanas pour sa maman, et que lui vivent son papa comme un rival, et puis inversement si c'est une petite fille. Sauf que le complexe d'Oedipe tel que il est présenté dans la société occidentale, il dit à nous tout le temps, c'est universel. Et aujourd'hui, il y en a des travaux qui remettent en question l'universalité du complexe d'Oedipe. Il n'est pas forcément, il n'est pas vrai qu'il est universel. Hein? Donc voilà. Et il y a des chercheurs qui sont partis dans des communautés dans le monde pour aller trouver, est-ce que vraiment, par exemple, dans des cultures, l'Oedipe va se construire pareil, et il s'avère que non. Hein? Voilà. Donc, mais à La Réunion, ce que les particuliers, c'est que nous avons très peu d'éléments, nous avons très peu de recherches sur la sexualité à La Réunion. Aujourd'hui, une recherche comme la mienne, c'est la première à mener une recherche auprès des familles et de la construction de l'identité sexuelle chez les lesbiennes et les gays. À La Réunion, moi, c'est la première à faire ça, là, donc... D'accord. Voilà. Nous allons revenir un petit instant dans ça, Oui. mais avant, là, comme on parle de famille, François, hein, ici à La Réunion, on a tendance à croire que, peut-être après quelques générations futures, ça va changer, que le sexe dans les familles, c'est tabou. Comment changer ça? Faut-il changer ça? Ou faut-il changer ça? Ou comment changer ça aussi? Le sexe est quand même assez tabou parce que, par exemple, lorsqu'on regarde un film, par exemple, qui est moins de 12 ans à la télé, hein, il y a le petit, le CSA nous oblige à mettre le petit moins 12 en dessous, mais ces moins 12-là, ils sont généralement dans une heure de grande écoute. Hein, oui, tout à fait. Hein, Tout à fait, et donc, quand on a les enfants avec nous et qu'on voit ces films comme ça, on dit aux enfants, bouche ou Dieu, Moi, marmaille. c'est Hein, ou bien sinon, allez dans votre chambre. Syndrome de la casserole. Normalement, on a une casserole, on met sur la tête marmaille. Normalement. Normalement, hein, mais quand on prend casserole, on va aller dans notre chambre. Hein. Est-ce que ça, c'est typique vraiment chez nous, ce tabou-là, ou bien c'est classique, ça? Dans beaucoup de cultures, les parents ils assisent pas autour de la table pour parler de sexualité avec leurs enfants. Moi, là, il est rare de dire qu'un papa il assise à une table pour dire à son enfant, ben là tu as cet âge de ta vie là, peut-être qu'il faudrait que tu te masturbes, ou qu'une maman il raconte ou explicite à son enfant comment elle il doit masturber à elle, ou que comment son garçon il doit faire quand il en a ses premiers besoins sexuels. Il est extrêmement rare, c'est dans des milieux très machin. Donc oui, parler de sexualité, des fois même dans certaines cultures, la grossesse même, il ne cause pas dessus, il ne cause même pas non plus de comment les règles y arrivent, comment il fait. Donc, aller parler de masturbation même, c'est nous, il y a des antipodes des fois. Hein? Ouais, les antipodes, ouais. Alors, nous allons revenir peut-être un petit peu, François, mais à tout à l'heure, comme vous disiez, que dans la famille, on a des groupes de famille sur lesquels on a envie de travailler. Oui, hein? tout à fait. Et apparemment, sur des groupes de famille, qu'est-ce qu'on peut apporter à ces groupes de famille-là? Ben, en fait, ce que j'aimerais, avant de répondre à votre question, il est important pour moi de revenir sur ce que vous l'avez dit tout à l'heure, là, c'est que moi, de mon point de vue de sexologue, aujourd'hui, si nous avons des choses à changer dans les familles à La Réunion, c'est que remettre au cœur des discussions et trouver les moyens de parler du rapport de soi à soi et de sa sexualité en toute confiance. Il faut le faire parce que c'est l'une des façons que nous aurons à l'avenir pour lutter contre la violence ou lutter sur la maltraitance sexuelle. Et il y a un moyen pour ça, c'est être au clair avec soi-même dans son corps. Il faut commencer comme ça, il faut commencer par un bout à un moment donné. Ouais. Ça, c'est important pour moi de revenir là-dessus. Maintenant, pour répondre à votre question, en fait, mon projet de recherche, depuis que je suis à La Réunion pour ça, depuis que je suis de retour à La Réunion, c'est de préoccuper moi de savoir comment dans les familles réunionnaises, les papas et les mamans, ils comprennent quand les enfants ils arrivent devant eux, ils disent papa et maman, moi les gays, moi les lesbiennes. Et comment papa et maman et frères et sœurs d'ailleurs, comment ils gèrent ça? Comment ils comprennent? Comment ils gèrent? Comment ils acceptent que votre maman ils vivent une vie en tant que gay ou lesbienne? Et dans mon projet de recherche, je veux montrer quelle dynamique familiale il fait à ce moment-là, dans ce moment où il fait le coming out. Et puis, au-delà du coming out, c'est aussi montrer comment les personnes, selon comment papa et maman ils répondent à ça, comment ils élèvent à ça avec ça, comment ils
fait au fur et à mesure pour trouver des solutions. Parce que l'évident, là, pour moi, que ou construit pas votre identité sexuelle de la même manière si votre papa et maman, il faut au dehors, que si votre papa et votre maman, ils disent, oh, ben, m'y comprend, moi, n'est pas trop outillé, ben, nous va essayer de trouver des solutions ensemble. Donc, ou ben, ou les enfants, ou les jeunes adolescents, où ça pas construit, où ça pas trouve les solutions pareilles selon comment votre papa et votre maman ils répondent à vous et comment ils vivent dans le quotidien. En fait, c'est l'accompagnement. Ah oui, complètement, complètement. Et dans mon idée à moi, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons point de solution adéquate et que ben, nous ne pouvons pas continuer à La Réunion à ne pas apporter de réponse à des familles et des jeunes, des adolescents, adolescentes et des personnes qui sont en grande difficulté avec que ça moi m'il est et comment m'y vivre avec l'autre et comment ça fait que moi-même si le monde qui y a moi le plus c'est papa et maman ben ils n'étaient pas là à côté de moi comment m'y fait et c'est là-dessus que moi m'il est en fait et ça c'est un déchirement généralement et tout à l'heure on parlait de violence sexuelle aussi et François peut-être avait des questions sur la violence sexuelle François hein, on en parlait tout à l'heure hein, oui. Il existe beaucoup de violences sexuelles hein? Oui, on a un angle qui chatouille à moi quelque part, c'est pendant longtemps à La Réunion pour faire partie de ceux qui allaient gérer La Réunion, qui allaient avoir le pouvoir, il fallait passer par l'école des frères ou l'école les curés. C'est-à-dire le séminaire à Sillaos ici. La plupart des gens que au pouvoir l'a été au pouvoir à un certain moment, c'est des gens qui ont été formés par le séminaire. Et aujourd'hui, avec l'ouverture qu'elle a eue avec le Vatican, enfin tout le monde est d'accord pour dire qu'elle a eu quand même beaucoup de violence en direction des enfants. Comment on peut intégrer ça dans un développement qui deviendrait normal alors que les gens qui sont au pouvoir, c'est des gens que peut-être notre construction a été un peu ratée, quoi. Ou interrompue, on va dire qu'à un moment donné, prenons le cas, parce que là on parle d'un sujet quand même assez sensible. Hein, et par exemple, on prend le cas des curés, puisqu'on en parle actuellement, c'est un sujet d'actualité où le curé, c'est quelqu'un, un homme comme tout le monde, hein, comme vous, comme moi, comme toutes les personnes, avec des besoins aussi, hein, parce qu'on on parlait tout à l'heure d'une castration sexuelle, mais castration morale, hein, on va dire, hein, mais il ne fallait pas employer ce mot-là, hein, mais c'est parce que quand on décide de devenir prêtre, on décide aussi de se faire une castration sexuelle au niveau de moral. Mais est-ce que chaque curé, par exemple, au jour d'aujourd'hui, est encore capable, et depuis les temps auparavant, on a vu, mais c'était plus caché peut-être, hein, maintenant avec tout ça, est-ce qu'on peut priver quelqu'un, là on parle du curé, mais en général, une personne, de ses pulsions sexuelles? De sa vie sexuelle. De sa vie sexuelle. La question est délicate parce qu'on a plusieurs niveaux dans ce que vous avez dit à moi, à Zot 2. Et on a le niveau de la violence sexuelle que des adultes, ils sont actés dans le corps d'enfants. Et là, il n'est pas question de sexualité, là, il est question de violence. Donc là, il faut être vraiment très clair, c'est qu'à un moment donné, des adultes s'octroient le droit d'utiliser des enfants comme des objets sexuels. Et ça, c'est problématique. C'est problématique, qu'ils soient prêts ou pas, anyway, peu importe, les problématiques. Hein. Après, on a le niveau d'une génération d'hommes qui, à un moment donné, a possiblement pu être abusé sexuellement parce que l'ensemble de l'actualité, il montre à nous à quel point les religieux ont fait des malversations sur des enfants, on a fait des actes incompréhensibles, immoraux, des actes immoraux sur les enfants. Donc là, on a ce niveau-là et ben, normalement, ça doit être puni, mais l'adulte qui a été abusé à l'enfance, tous les travaux, ils montrent à nous à quel point il est complexe pour lui de construire, aller dans cette identité-là, parce qu'il en a à gérer le fait qu'il a été abusé à des moments différents de son existence et composer avec ça. Donc, la victimisation que l'on a derrière, c'est-à-dire à son tour, souvent, on a la question de est-ce que moi, à mon tour, ça abuse quelqu'un, comment il va devenir adulte. Donc, les personnes que les abusées, ils
vivent avec cette angoisse-là de devenir abuseur à leur tour. Donc ça, c'est une vraie réalité. Alors, avoir des généralités sur tel groupe social ou tel groupe social, ou dire que tous les prêtres, non, mais il ne peut pas dire ça. Mais c'est vrai que l'actualité aujourd'hui, elle est triste sur ce sujet-là, elle est triste. Après, à la réunion même, on disait la dernière question, c'était... En lien avec cette castration, est-ce qu'en termes généraux, on peut interdire à quelqu'un d'assouvir ses désirs sexuels? Ben, un cadre limite de droit, notamment celui... Est-ce que quelqu'un peut faire le vœu de dire, vœu de chasteté, de dire que moi, je ne veux pas avoir des relations sexuelles et que je vais rester vieux garçon, comme on disait dans notre temps, vieille fille, toute sa vie. Est-ce que c'est possible? C'est sûrement possible, puisqu'on a eu le cas. A-t-on le droit d'imposer ça à quelqu'un, même dans un cadre religieux, quoi? Oh, en tant que sexologue, l'atteinte aux droits sexuels, parce que nous avons des droits sexuels, pour moi, c'est une atteinte aux droits. Donc, tout individu a des droits sexuels, tous. D'accord. Et on doit se battre pour ça à un moment donné, aussi bien femmes, hommes, parce que il faut nous composer avec ça. Et nous, c'est des êtres humains et nous avons des droits. Ça fait partie des droits. Ensuite, on a une distinction à faire avec le monde que il dit, il veut devenir religieux, donc il fait le vœu de chasteté. S'il fait le vœu de chasteté, il faut gérer son rapport à lui-même et comment il gère le fait qu'il interdit à lui-même de la sexualité, il interdit à lui-même d'avoir des pulsions sexuelles. Il y en a une orientation sexuelle, ça serait confus, il ne faudrait pas faire la confusion avec, mais il y en a des gens qui, sur la planète, ils décrivent les autres et ils disent que les autres les asexuels, c'est-à-dire que les autres ne sont pas motivés, stimulés par la sexualité. Donc, asexuel, tout en attaché, là, il veut dire. Et il veut dire quoi? C'est des gens que les autres, ils disent aux autres, ils peuvent être attirés affectivement, les autres, ils peuvent être attirés romantiquement par quelqu'un, mais les autres n'ont pas envie d'avoir du sexe avec quelqu'un ou une autre personne, peu importe. Et les personnes que les asexuels, ils vivent très bien leur vie comme ça, parce que c'est autres orientations sexuelles que les comme ça. Il y en a une différence entre un asexuel, que quelqu'un qui rend à lui compte qu'il n'est pas attiré par le sexe, et quelqu'un qui fait vœu de chasteté, c'est-à-dire qu'il inflige à lui-même un interdit parce qu'il rentre dans un groupe social et qu'il rentre dans une direction de vie selon l'Église. Là, pour moi, c'est autre chose qui gère. C'est deux groupes différents, en fait. D'accord, voilà, alors, ok. Alors. Moi, j'ai une question, François, si vous voulez bien. Hein? Oui, c'est pour moi ou c'est pour c'est pour tous les gens qui regardent comme ça. Alors, et comme nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Madeleine Bègue avec nous, sexologue, peut-être qu'il pourra répondre à nous là-dessus. C'est quoi une bonne vie, une vie sexuelle épanouie? Voilà, c'est quoi l'idéal? Oh là, est-ce qu'il y a une vie sexuelle idéale? Pour moi, matin, midi et soir, ou une fois par semaine, ou une fois tous les mois, ou une fois tous les ans, ou bien... Matin, midi et soir, il faudrait peut-être... Dépend l'âge. À chaque âge, c'est plaisir. Oui, tout à fait. À chaque âge, c'est plaisir, effectivement. En fait, il dépend de la personne, il dépend de son rapport à elle-même. Une vie sexuelle idéale, pour moi, il présuppose que la personne est en accord avec elle-même et ses besoins. Mettons aujourd'hui, nous vivons dans une société où, par exemple, une femme peut rentrer dans la sexualité et elle ne sait pas se masturber parce que ça reste tabou. Et bien, à ce moment-là, comment ça se fait que tu peux être en sexualité avec quelqu'un si il y a des éléments propres de réaction de ton corps que tu ne connais pas? De la même manière que le marmaille ou le jeune garçon, il ne masturbe pas et il ne connaît pas comment rentrer en interaction et gérer son corps. Il faut d'abord, il y a des étapes et puis il faudrait d'abord être en harmonie avec soi-même, maîtriser ses réactions, savoir comment se donner du plaisir, ne pas avoir honte du plaisir que l'on ressent pour pouvoir être aussi en échange avec l'autre pour donner. En fait, le rapport pour moi le plus respectueux, parce qu'il faut du respect, il faut du consentement, c'est être en respect de soi, être à l'écoute de soi, mais aussi être à l'écoute de son ou de sa partenaire, ou de son ou de ses partenaires. Ça dépend des configurations, les multiples, mais que la personne, elle se sent bien dans ce qu'elle met en avant, dans ses compétences sexuelles. Parce qu'on a des compétences sexuelles et que celles-ci, il faut les exploiter, en fait.
D'accord, alors ok. La sexualité, François, c'est un grand sujet. Hein. C'est énorme. Si on commence à discuter jusqu'à demain matin, nous, là, non? Écoute, nous va revenir la Ouais, nous va prochaine revenir fois. la prochaine fois. On hein. va aller déjà essayer ça que la dernière. Voilà. Hein, essayer de comprendre. Essayez de comprendre, Essayer de d'ailleurs. comprendre. Voilà. Nous va Et profiter. nous espérons que tout le monde qui l'a regardé aussi va faire comme nous. Voilà. Va essayer de comprendre et puis nous va reprendre Et surtout, quelque chose que Madeleine avait dit tout à l'heure, dans le respect. C'est important. dans le respect. Avant de mettre fin à l'émission, on a quand même une annonce à faire. Elle est Oui. importante pour mes recherches. Mes travail sur la construction de l'identité sexuelle. Nous, on a besoin de savoir aujourd'hui comment les familles y construisent et y accompagnent notre enfant dans la construction de notre identité sexuelle en tant que lesbienne et gay. Donc, moi, je recrute aujourd'hui des familles que n'auraient envie de participer à mes recherches, que la fini vivre le coming out de notre marmaille depuis plus d'1 an et que vous êtes d'accord avec ça. Si c'est une famille qui pose à ce problème-là, ils ne participent pas à la recherche parce que ce n'est pas de ça dont vous avez besoin. Ça dont vous avez besoin, quand vous ne comprenez pas, c'est d'être accompagné dans votre démarche. Donc moi, ce que moi j'ai besoin, c'est de familles qui comprend l'homosexualité de notre marmaille et que a envie de participer à une recherche pour aider d'autres familles que a besoin d'être accompagnées dans notre cheminement. Merci d'avoir accueilli à moi Alors, ici. si quelqu'un il est intéressé, Oui. comment il fait pour contacter Alors, est-ce que je peux laisser mon numéro de Oui, téléphone? bien Hein? sûr, bien sûr. Mon numéro On de va téléphone. écrire dessous d'ailleurs. Dessous. D'accord. Chloé qui a la technique, ben, t'en as non seulement dire au numéro de téléphone pour lui écrire dessous là. Oui, parfait. Voilà. C'est 06 93 315 223. Ben, n'hésite pas parce que les rares qu'un projet comme ça il fait pour la Réunion et puis il est important pour nous d'avoir des données et puis de pouvoir construire des outils adéquats pour les familles qui en ont besoin. D'accord. Nous les là, avec Jean-Claude depuis toujours, pour aider à la construction du Réunionnais et donc Merci. vous fait vraiment partie d'une facette que nous n'attendons pas, mais que nous pense heureux d'accueillir et de partager. Voilà. En tout cas, le message est passé. Merci. Hein, voilà. Merci. Merci bien, Madeleine Beg, Merci. sexologue, et puis François qui était avec nous aussi aujourd'hui pour accompagner moi dans cette interview-là. Nous avons Chloé aussi qui était à la technique à l'arrière, et puis on peut nous retrouver une prochaine fois. Hein, vous connaissez le chemin maintenant, vous savez venir? Oui, Hein? il connaît le chemin, ça venir. Voilà. À la prochaine Nous et retrouvons- sans tabou, Et sans tabou. Allez, à bientôt. C'est bien. dans le respect. Merci.